Il y a 100 ans, un juif tchèque reclus, vivant dans l'anonymat au milieu des clochers de Prague, a réussi à changer notre façon de voir le monde. Il était le fils d'un commerçant et d'un avocat spécialisé dans les assurances. À l'extérieur, il paraissait maladif, oubliable, mais à l'intérieur, l'esprit de ce jeune homme pâle était animé de visions d'horreur, de paranoïa, d'effroi existentiel et d'aliénation. Travaillant la nuit, il prenait ses visions et le gravait sur le papier, créant une fiction comme on n'en avait jamais vu auparavant. Ce jeune homme s'appelait Franz Kafka et son œuvre allait façonner tout le XXe siècle. Né dans une famille germanophone de l'Empire austro-hongrois, Kafka a passé toute sa vie à souffrir de maladies et d'anxiété. Il est malheureux à la maison, malchanceux en amour et trop déprimé pour fonctionner ailleurs que dans son bureau d'assurance. Pourtant, il a compensé cela par un esprit si étrange, si novateur qu'il est aujourd'hui sans doute l'auteur le plus célèbre d'Europe. On va donc découvrir l'œuvre de Franz Kafka et la terrible vie qui l'a rendue possible. Les débuts commencent par une chaude journée de juillet 1883 où Hermann Kafka devient père pour la première fois. Commerçant pragois, issu d'une famille juive de la classe ouvrière, Hermann est un homme qui s'est battu toute sa vie pour en arriver là où il en est. Son combat a été rude. En 1883, à l'époque de l'Empire austro-hongrois, Prague est dominée par les Allemands et les Juifs sont constamment désavantagés. Par la seule force de sa personnalité gigantesque et instable, Hermann avait réussi à prendre un petit magasin de vêtements et à le transformer en une boutique animée. Il avait acheté une maison luxueuse, trouvé une femme cultivée et même pénétré dans le monde fermé de l'élite allemande. Et maintenant, son premier fils est arrivé. Le fils qui allait être aussi sportif, aussi imposant, aussi puissant et aussi franchement germanique que son père. Il est probable qu'Hermann, en prenant pour la première fois le petit Franz Kafka dans ses bras, ait ressenti un élan de fierté. Si c'est le cas, c'est la dernière fois qu'il éprouvera autre chose que du mépris pour son fils. Dès le début, il était évident que Franz Kafka n'était pas l'homme solide et robuste qu'Hermann voulait qu'il soit. Le garçon est chétif et maladif, il souffrait de furoncle et de mélancolie. Du point de vue d'Hermann, c'est un peu comme ouvrir une boîte dont on pense qu'elle va contenir un délicieux gâteau pour découvrir qu'elle ne contient qu'une amère déception. Du point de vue de Franz Kafka, c'était comme naître dans un monde où tout ce que l'on faisait était voué à l'humiliation. Hermann était un homme en colère dans le meilleur des cas. Mais quelque chose chez son fils inefficace semble l'avoir activement offensé. Il s'emportait contre le jeune Kafka sans raison, le rabaissait sans cesse en le qualifiant d'inutile, de pathétique et d'incapable. Il n'est peut-être pas surprenant qu'au moment où Kafka entre à l'école, son estime de soi soit au plus bas. Pourtant, bien qu'il ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour détruire la confiance de son fils à la maison, Hermann était toujours au fond de lui un arriviste. Ça signifie qu'il doit s'assurer que extérieurement, Kafka semble avoir tous les avantages dans la vie. Avec l'essor de ses affaires, Hermann commence à envoyer Kafka au lycée d'élite d'Alstater Stadtgymnasium, où l'un des domestiques tchèques de la famille l'accompagne tous les matins. Pour ce juif de classe ouvrière, envoyer son fils dans un établissement aussi prestigieux devait être un véritable coup du chapeau. Mais pour son fils timide et misérable, c'est l'enfer. Kafka déteste l'école. Bien qu'il obtienne de bons résultats scolaires, il trouve l'endroit autoritaire, déshumanisant et aliénant. C'est à cette époque qu'un parasite noir a commencé à se frayer un chemin dans le cerveau du garçon. Ce parasite était ce que nous appellerions aujourd'hui un trouble anxieux grave. Kafka avait constamment l'impression qu'il y avait une boule de fil au centre de son corps qui s'enroulait de plus en plus serré. Si vous avez déjà souffert d'anxiété, vous savez que le terme souffrance est tout à fait approprié. Franz Kafka en souffrira toute sa vie. Pourtant, l'adolescence du jeune homme n'a pas été qu'une sinécure. Entre la violence psychologique à la maison et sa vie misérable à l'école, Kafka a besoin d'un exutoire, d'un endroit où il peut s'échapper. Il avait besoin d'un endroit où s'échapper d'un
terrier chaud se réfugier. C'est à cette époque que le jeune homme commence à écrire. En 1902, Kafka étudie le droit à l'université Charles et écrit en parallèle. En fait, il voulait étudier la chimie, mais il a opté pour le droit au bout de 2 semaines sous la pression d'Hermann, qui estimait que le droit serait mieux vu par les amis de la classe moyenne de la famille. Et comme son fils se déclare déjà athée et socialiste, Hermann a désespérément besoin d'une nouvelle plume pour sa casquette à l'aspect soudainement ébouriffé. Pourtant, même si son père continue de contrôler sa vie à l'université, Kafka parvient à se faire une place. Il rejoint Lese und Rundhall der Tuchten Studenten, un club littéraire, bref, pour les germanophones. C'est dans ce club qu'il rencontre l'homme qui définira un jour l'héritage de Kafka, et il s'appelle Max Brod. Né un an après Kafka, Max Brod est un intellectuel juif extraverti, charmant, créatif, intelligent et tout ce que Kafka pense ne pas être. Néanmoins, les deux hommes s'entendent bien et forment leur petite clique. C'est cette amitié étroite qui, plus tard, sauvera les écrits de Kafka de leurs cendres. Mais ce n'est pas encore le cas. Brod et Kafka n'étaient encore que des étudiants bien loin de publier leurs récits. Ainsi, lorsque Kafka obtient enfin son diplôme en juin 1906, ce n'est pas pour se consacrer à l'écriture et sonder les profondeurs de l'âme humaine, mais pour travailler comme greffier non rémunéré dans les tribunaux locaux. Dire que Kafka trouvait ce travail terriblement ennuyeux serait surestimer à quel point il était excitant. Ce travail le rend grincheux, déprimé et léthargique. Pire encore, il vit toujours à la maison et doit encore faire face au tempérament volcanique d'Hermann et à ses petites cruautés. Sa seule consolation était que tout ça serait bientôt terminé. Bientôt, Kafka aura assez d'expérience pour rejoindre un bureau international, un bureau qui l'enverra à l'étranger, loin de son père. En octobre 1907, Kafka s'engage enfin auprès d'une compagnie d'assurance italienne, s'attendant à être envoyé en Italie d'un jour à l'autre. Au lieu de ça, il se retrouve coincé dans un bureau à Prague, confronté à une bureaucratie étouffante, à des heures supplémentaires non rémunérées et à des horaires brutaux qui le laissent trop épuisé pour écrire. Lorsque Kafka démissionne enfin, son rêve de vivre à l'étranger est anéanti. Au lieu de ça, il se résigne docilement à rester à la maison, à vivre à Prague, à partager une maison avec Hermann et à vivre avec les réprimandes constantes de son père. En août 1908, Kafka commence à travailler à l'Institut d'assurance contre les accidents du travail, à l'ombre du château de Prague. Il y restera jusqu'à la fin de sa vie professionnelle. Mais alors que le rêve de Kafka de laisser son agresseur derrière lui s'estompe, il commence à en nourrir un autre. Le nouveau travail de Kafka se termine en milieu d'après-midi. S'il dormait après la fin du travail, cela signifiait qu'il pouvait se réveiller après la tombée de la nuit et passer la majeure partie de la nuit à écrire. Kafka dira plus tard que cette routine ressemblait moins à une vocation ou un passe-temps qu'à une forme de communication. Peut-être même à une pénitence, l'écriture étant le seul moyen pour lui d'expier ses péchés qui, il en était persuadé, remplissaient son corps maigre. La même année, Max Brod convainc Kafka de publier ses premières histoires. Bien qu'elles se soient peu vendues, la réaction des critiques a été suffisamment bonne pour convaincre Kafka de continuer à écrire. En août 1912, Kafka arrive à un dîner chez Max Brod et découvre que son ami a un invité inattendu. Cela fait maintenant 4 ans que Kafka a publié son recueil de récits, et il est plongé dans le roman qui deviendra plus tard L'Amérique, alias L'homme qui disparut. Mais ce soir-là, la littérature est la chose la plus éloignée de l'esprit de Kafka. Il est trop occupé à penser à la femme assise en face de lui. Félix Bauer était l'une de ses amies, d'une cousine que le grégaire Brod invitait chez lui, une femme qui vivait habituellement à Berlin, mais qui était de passage à Prague. Dans son journal, Kafka écrira plus tard qu'elle avait un visage osseux et vide qui affichait ouvertement sa vacuité, une gorge nue, un chemisier sur un nez presque cassé, des cheveux blonds un peu raides, des cheveux peu attrayants, un menton fort. En prenant place, je l'ai regardé de près pour la première fois. Le temps de m'asseoir, j'avais déjà une opinion inébranlable. Cette opinion inébranlable était qu'il était amoureux.
Comme il s'agit de Franz Kafka, la cour qui a commencé ce soir d'été n'était pas tout à fait conventionnelle. Il attendit que Félix Bauer soit rentré à Berlin pour lui faire part de ses sentiments par lettre. Dès lors, ils s'écrivent 2 fois par jour. En tout cas, c'est ce qu'a fait Kafka. De son côté, Bauer semble avoir été flatté, mais peut-être pas au point d'écrire de longues lettres déchirantes toutes les quelques heures. Néanmoins, l'effet qu'elle a eu sur l'écrivain était palpable. 6 semaines après leur rencontre, Kafka s'installe un soir à son bureau, face à la rivière Vltava, on va plutôt appeler ça Moldo en français, et lorsqu'il s'est levé, l'aube était tombée, ses jambes souffraient, il venait de terminer son premier chef-d'œuvre. Le verdict est un récit difficile à décrire car il s'agit d'une nouvelle typique de Kafka dont le sens n'est pas évident. L'intrigue de base est la suivante. Un jeune homme part soigner son père malade, mais au fur et à mesure que le récit progresse, le père prend de l'ampleur et du pouvoir jusqu'à ce que, tel un terrible roi tyran, il se lève du lit et condamne le jeune homme à la mort par noyade. Le jeune homme se jette immédiatement dans la Vltava, donc Moldo, et il n'est pas vraiment difficile d'imaginer d'où est venue l'inspiration pour ce conte. Pourtant, si ce conte semble léger dans notre description, sa lecture est une toute autre expérience. Le récit est empreint d'humour noir, presque allégorique, mais en même temps il est traversé par le sentiment que des thèmes plus vastes se cachent sous la surface, juste hors de portée. Pour Kafka, c'est la première bonne chose qu'il ait jamais écrite, le moment où il s'est métamorphosé, passant d'un homme qui écrivait un peu à un véritable écrivain. La même année, il s'est assis à écrire un récit de métamorphose beaucoup plus littéral sur Grégor Samsa, qui s'est réveillé un matin après avoir fait des rêves inquiétants pour se retrouver transformé dans son lit en une vermine monstrueuse. Bien que la métamorphose soit la seule œuvre de la vie de Kafka qui se soit bien vendue et qui reste son histoire la plus connue, c'est le verdict que l'auteur considérait comme son chef-d'œuvre. En haut de son chef-d'œuvre, il a griffonné une dédicace à mademoiselle Félix Bauer. Lorsqu'on examine cette période de la vie de Franz Kafka, il est remarquable de constater à quel point son œuvre est parallèle à sa relation avec Bauer. Remarquable parce que les deux ne se sont pratiquement jamais rencontrés. Bien qu'il s'envoie constamment des lettres, Kafka refuse toujours de rencontrer sa bien-aimée en chair et en os. Il était trop occupé par son travail, son écriture exigeait de l'attention, il avait mal à la tête et se lavait les cheveux. On a suggéré que le paradoxe au cœur de la vie de Kafka était qu'il pensait vouloir être complètement seul, mais que secrètement il avait besoin de contact humain. Ou peut-être était-ce l'inverse. Quoi qu'il en soit, il désirait manifestement suffisamment de compagnie pour finir par demander Bauer en mariage. Par lettre, naturellement, le 31 mai 1914, le couple se retrouve enfin face à face lors de sa fête de fiançailles. Entouré de sa famille et de celle de Félix, Kafka ne ressent rien d'autre qu'une misère sans fond. 3 mois plus tard, ils ont rompu mutuellement leurs fiançailles. Bien qu'ils finissent par se remettre ensemble, on peut voir clairement l'effet de ces montagnes russes sur l'œuvre de Kafka. 1914 est l'année où il abandonne l'Amérique, alors qu'il ne lui reste plus qu'un chapitre à écrire. C'est l'année où il écrit La colonie pénitentiaire. C'est une petite histoire sinistre et cruelle, encore plus sombre que le verdict. C'est aussi l'année où il commence son roman le plus célèbre, Le procès. C'est l'histoire d'un homme, Joseph K., qui est accusé d'un crime sans jamais savoir de quel crime il s'agit. Le procès est une référence en matière de fiction absurde et aliénée. Chapitre après chapitre, Joseph K. tente désespérément de découvrir ce dont il est coupable, tout en découvrant toutes sortes de figures bizarres, de tortures grotesques et d'étranges rituels sexualisés qui se déroulent dans des pièces secrètes. À la fin, on ne sait toujours pas quel crime il a commis. En raison de son ambiguïté, le procès a symbolisé des millions de choses pour des millions de lecteurs. Pour certains, le crime de Joseph K. est simplement d'être humain. Pour d'autres, c'est d'être un juif vivant dans un monde antisémite. D'autres encore y voient une prémonition de la police secrète de l'Union soviétique. Dans les années 1960, Orson Welles a réalisé une version cinématographique qui laissait entendre que Joseph K. était visé parce qu'il était homosexuel. Bref, le procès est l'un de ces livres si universels que chacun peut y voir le reflet de ses propres expériences.
mais pas du vivant de Kafka. En 1915, l'écrivain reclus a glissé le manuscrit du procès dans un tiroir de son bureau et il ne l'a plus jamais regardé. L'année suivante, Kafka et Felice Bauer ont passé près de 2 semaines dans la ville thermale de Marienbad pour tenter de recoller les morceaux. Ça fonctionne et le 12 juillet 1917, ils se fiancent à nouveau. Cette fois, ils commencent même à envisager de vivre ensemble à Prague. Mais 1917 est aussi l'année où Franz Kafka reçoit une nouvelle qui va changer sa vie. Ou peut-être que le mot bouleversement serait plus juste. Cette année-là, on lui diagnostique une tuberculose. Au début du XXe siècle, la tuberculose est une condamnation à mort. La maladie a tué Andrew Jackson, Jane Austen, George Orwell, et on a estimé un jour qu'elle avait tué 15% de toutes les personnes ayant jamais vécu. Et elle allait aussi tuer Franz Kafka. En décembre 1917, Kafka, malade et déprimé, rompt pour la deuxième fois ses fiançailles avec Félix. Pour Félix, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle coupe les ponts avec son ancien fiancé et trouve un homme plus stable à épouser. La partie de Kafka qui souhaitait être complètement seule a obtenu ce qu'elle voulait. Le 28 octobre 1918, l'Empire austro-hongrois pousse un dernier gémissement et s'effondre. Alors que la Première Guerre mondiale touche à sa fin, Prague n'est plus sous domination germanique, mais fait partie d'une nouvelle république composée de Tchèques et de Slovaques. Sur son lieu de travail, Kafka est interrogé, comme tous les autres germanophones, pour savoir s'ils soutiennent ce nouveau régime. Ceux qui s'y opposaient activement étaient licenciés, mais on peut imaginer que Kafka s'en foutait royalement. Il avait d'autres chats à fouetter. Au début de l'année 1919, Kafka s'éloigne un peu de Prague et s'installe dans une pension de famille lorsqu'il rencontre par hasard Julie Worzek. À 28 ans, elle est de près de 8 ans sa cadette, mais tous deux se mettent à parler et se lient autour d'un amour commun pour le théâtre yiddish et l'humour osé. Lorsqu'ils rentrent tous deux à Prague, Kafka a décidé de l'épouser. Il y a sans doute de meilleures bases pour une relation durable, mais Worozek accepte et Kafka, tout excité, court l'annoncer à ses parents. Hermann Kafka explose alors comme une bombe rose et flasque. Si Hermann désapprouvait son fils inutile en général, il faudrait inventer de nouvelles façons de mesurer la désapprobation pour comprendre ce qu'il ressentait face à ce mariage éclair. Au cours des mois qui suivent, le père de Kafka le harangue, le malmène, l'intimide à propos de ses projets. Au début, Kafka essaie de tenir bon, mais toute une vie de rabaissement a réduit son estime de soi à néant. En novembre 1919, Kafka rompt ses fiançailles avec Worzek. Peu de temps après, Kafka quitte à nouveau Prague et s'installe dans la maison d'hôte où il a rencontré sa seconde fiancée. Là, il s'assoit et compose une lettre à son père, lui disant enfin tout ce qu'il n'osait pas lui dire en face. D'une longueur de 45 pages, la lettre de Kafka à son père est son propre jugement sur le tyran qui l'a élevé. Ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est la lucidité de ce jugement. Kafka s'est efforcé de souligner qu'il comprenait la position de son père, qu'il savait qu'il n'était pas facile de s'élever à partir d'un milieu ouvrier. Si Hermann est le méchant de notre histoire d'aujourd'hui, il est bon de rappeler que personne n'est purement méchant dans la vie réelle. Hermann Kafka n'était qu'un homme à qui la société snobinarde dans laquelle il vivait avait appris que seul le fait d'être bruyant, effronté et en colère lui permettrait d'être remarqué et respecté. C'est dommage qu'il ait estimé que ces qualités devaient également s'appliquer à son rôle de parent. À la fin de la lettre, Kafka écrit qu'il espère que son honnêteté ouvrira la porte à une meilleure relation entre deux, mais timide et peu sûr de lui jusqu'au bout, il s'est dégonflé en ne postant jamais la lettre. L'année suivante, Kafka a entamé une relation avec l'une de ses traductrices à Vienne, une Tchèque du nom de Milena Jesenska, mais en novembre, Kafka rompt brusquement cette relation. Une fois de plus, la version tordue d'Hermann, au centre de l'esprit de Kafka, a condamné l'écrivain à une mort vivante. La mort d'un écrivain, Kurt von Goethe, a écrit un jour que les histoires de Kafka illustrent un certain type de fiction, dans laquelle le protagoniste commence dans la misère et y voit les choses empirer continuellement. Et ben il en va de même pour la vie de Kafka.
Attention, il n'y aura pas de moment héroïque dans ce récit, pas d'apogée émotionnel où Kafka parvient enfin à tenir tête à Hermann, à obtenir la fille et à s'enfuir dans le soleil couchant de Prague. Non, au lieu de ça, on va regarder la vie d'un homme misérable se dégrader continuellement jusqu'à ce qu'elle se termine de la seule manière possible. En 1922, il était évident que cette fin serait. Cette année-là, la tuberculose de Kafka s'est tellement aggravée qu'il a finalement été contraint de se retirer de son travail. Dans un sens, c'était une bonne chose. Kafka souhaitait depuis longtemps pouvoir se consacrer à l'écriture à plein temps et rien ne l'en empêchait désormais. En janvier, il entame la rédaction de sa dernière grande œuvre, Le Château. L'histoire d'un homme connu seulement sous le nom de K. Le château suit les tentatives de K pour rencontrer les autorités président à une ville enneigée et découvre que son chemin est bloqué à chaque tournant. Aujourd'hui, le château est considéré comme le roman le plus mature de Kafka, mais Kafka lui-même n'était pas de cet avis. Le 11 septembre 1922, Kafka écrit à Max Brod pour l'informer qu'il a abandonné l'histoire et qu'il n'y reviendra jamais. Pourtant, il ne serait pas juste de dire que Kafka a également renoncé à la vie. L'année suivante, le malade s'installe à Berlin. Un jour, il se réserve un voyage dans la station balnéaire de Müritz pour tenter de soigner sa tuberculose. C'est sur le rivage que Kafka rencontre Dora Diamant. Socialiste de 19 ans, Dora est de 20 ans la cadette de Kafka, mais elle est aussi extrêmement intelligente, avec des convictions politiques bien arrêtées et un soutien passionné au sionisme qui rejoint les sentiments de Kafka. À Müritz, les deux discutent encore et encore jusqu'à ce qu'il semble tout à fait naturel que Dora retourne à Berlin avec Kafka. Mais il ne faut pas croire qu'il s'agit là d'une grande histoire d'amour automnale. En 1923, Kafka est tellement malade que le rôle de Dora est plus celui d'une infirmière à domicile que celui d'une amante. Elle est également ruinée. L'hyperinflation s'est emparée de l'Allemagne de Weimar, réduisant à néant la pension de Kafka. En novembre 1923, le couple en est réduit à se chauffer à la bougie. Pourtant, l'influence de Dora permet à Kafka de ressentir une petite lueur d'optimisme pour la première fois depuis des années. Il commence même à envisager de s'installer en Palestine. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de l'histoire de Franz Kafka et que bien entendu le destin n'allait pas lui accorder un tel bonheur. Au début de l'année 1924, la santé de Kafka s'effondre. Contraint par son médecin d'entrer à l'hôpital, Kafka choisit un sanatorium dans les environs de Vienne. Puis, lugubrement, il quitte Berlin pour de bon. Alors qu'il se dirige vers sa dernière demeure, Kafka trouve le temps de s'arrêter à Prague, le temps de remettre à Max Brod ses manuscrits inachevés du procès de l'Amérique et du château, et de lui demander de les brûler. Fin mars 1924, Kafka arrive au sanatorium de Vienne pour y être soigné. 3 mois plus tard, le 3 juin, il meurt de sa maladie. Sur son lit de mort, il écrit au père de Dora Diamant pour lui demander la permission de l'épouser. Le père de Dora lui répond sèchement non. Au moment de sa mort, Kafka était un homme dont l'histoire semblait être celle d'un avocat d'assurance maladif, malchanceux en amour et qui n'a jamais rien fait de remarquable. Ses écrits n'étaient connus que d'un petit cercle d'intellectuels pragois qui n'avaient vu que ce qu'il avait publié. L'essentiel de son œuvre n'a été vu que par Kafka, qui est mort, en faisant promettre à son meilleur ami de tout brûler. Heureusement pour la postérité, ce meilleur ami s'est avéré être un menteur invétéré. Bien des années plus tard, Max Brod reviendra sur sa dernière rencontre avec Kafka et donnera cette explication. Selon Brod, Kafka savait que son meilleur ami ne brûlerait jamais ses manuscrits. S'il avait vraiment voulu les détruire, il aurait demandé à Dora ou à Hermann, qui les aurait probablement brûlés, avec délectation. En demandant à Brod, Kafka demandait en fait à la seule personne dont il savait qu'elle ignorerait ses souhaits et essaierait de publier ses romans. Et c'est exactement ce qu'a fait Brod. Pendant tout le reste de l'année 1924, Brod organise avec diligence les documents de Kafka, classant les piles de notes par chapitre, les regroupant par thème, cherchant comment elles pourraient s'intégrer dans un roman plus vaste. Au début de l'année 1925, Brod a terminé. Et en avril,
Il utilise ses relations littéraires pour faire publier Le Procès. Il est suffisamment bien accueilli en Europe pour que le château suive un an plus tard, et l'Amérique encore un an après. En 1930, les 3 romans de Kafka ainsi que son recueil de nouvelles étaient à la disposition des intellectuels européens qui s'en émerveillaient. En 1937, les premières éditions anglaises commencent même à paraître, mais il faudra attendre encore une décennie pour que l'étincelle jaillisse. Après la Seconde Guerre mondiale, les maisons d'édition américaines ont commencé à s'intéresser à cet auteur mort depuis longtemps parce qu'elles entendaient beaucoup parler de lui. Des gens, comme Nabokov, chantaient ses louanges. Au-delà de la frontière, des écrivains du sud de l'Amérique, comme Marquez et Borges, ont dévoré son œuvre, et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Aujourd'hui, Kafka fait partie de la poignée d'écrivains dont presque tout le monde a entendu parler, un auteur aussi reconnaissable que George Orwell, Edgar Allan Poe ou H.P. Lovecraft. Mais si tous ces hommes étaient connus en tant qu'écrivains à leur époque, même le sous-estimé Lovecraft, Kafka est peut-être le seul à être sorti de l'obscurité totale et à avoir apporté avec lui une richesse aussi complexe et unique. Si vous vous rendez aujourd'hui à nouveau au cimetière juif de Prague, vous pourrez toujours voir la tombe commune où Kafka et Hermann reposent pour l'éternité, côte à côte. Mais si Kafka n'a pas pu échapper à son père violent, même dans la mort, il a maintenant échappé au jugement d'Hermann. Car l'histoire se souvient de lui non pas comme d'une déception, mais comme de Franz Kafka, l'écrivain qui a changé notre façon de voir le monde. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On se dit à une prochaine pour une prochaine biographie.